Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce matin. Allons tout de suite en kiosque découvrir ce que les journaux ont révélé sur l'actualité du jour. Démarrons donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une Assemblée nationale ombre sur une session extraordinaire. Aussitôt après la clôture de la session ordinaire, les présidents des chambres basses et hautes du Parlement camerounais ont annoncé une session extraordinaire pour demain sans aucune précision sur l'ordre du jour. Dans un contexte où les attentes sont nombreuses et surtout pressantes. Le journal parle aussi d'élections législatives, partis politiques et fiefs électoraux, alors que le RDPC a déposé des listes dans toutes les circonscriptions électorales. Les autres formations politiques se sont retranchées dans leurs fiefs. Que comprendre de cette posture, écrit le journal. Le journal parle aussi du Mbéré, des populations et militants du RDPC en colère, tous pour mettre un vote sanction aux candidats retenus pour la course au siège parlementaire dans le département du Mbéré, où des caciques du pouvoir sont passés en force alors qu'ils avaient atteint la limite des 4 mandats tels que le prescrit, ou alors ils ont simplement violé la circulaire du président national du RDPC. Voilà pour ce qui est donc du quotidien La Nouvelle Expression, qui parle aussi d'insécurité alimentaire. 1,4 million de Camerounais menacés selon le rapport du cadre harmonisé. Le spectre de la famine plane notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, deux régions en guerre depuis 3 ans. Et le journal parle aussi des pertes sèches de 800 milliards de francs CFA et avec de nombreux, près de 500 000 déplacés internes qui écument les autres régions du pays et sont même présents dans les pays voisins comme le Nigeria. Le journal parle enfin de l'international avec l'Union européenne qui lève partiellement les sanctions de la République démocratique du Congo et sort 2 responsables de la liste des Congolais frappés par ces sanctions. Le quotidien Le Messager met en sa une élection locale 2020. Élection locale 2020 à une du quotidien Le Messager. Les États-Unis font paniquer Yaoundé face au rouleau compresseur de la communauté internationale. Paul Biya demande à l'Assemblée nationale de se réunir en urgence. Le double scrutin du 9 février hypothéqué, écrit le journal Le Messager. Le journal qui parle encore de Mbéré vers une inéluctable chute du RDPC. Cette chute programmée fait suite à la colère des populations et des militants du RDPC qui ont vu les caciques du pouvoir dans cette partie du pays, en l'occurrence un des vice-présidents de l'Assemblée nationale, forcer un passage lors des investitures du RDPC dans cette région du Cameroun. Et puis le journal parle aussi de la CONAC. La CONAC, le journal parle de Dieudonné Massingam au pot de chagrin. Le journal indique que le président de la CONAC dont le président de la CONAC, dont jusqu'ici ses rapports et dénonciations sont très souvent ignorés par le public, continue allègrement de poursuivre ses campagnes, cette fois-ci dans les établissements scolaires. Le journal indiquait que sous le renouveau, la corruption a lourdement pénalisé le développement économique du Cameroun, coûtant la vie d'espère des points de croissance annuels de croissance au Cameroun, et malgré la multiplication des instruments et institutions de lutte contre ce fléau, il continue de faire rage, écrit le journal. On continue donc avec le quotidien Mutation qui met en sa une Assemblée nationale inretraitable. Le journal met ici 8 figures de l'Assemblée nationale qui normalement devait être frappée par, on a envie de dire, par la limite d'âge de participer à ces élections, mais ces caciques ont simplement violé la circulaire du président national. On peut y voir la tête de l'honorable Kavaïege Djibril, président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton, vice-président, et Jean-Bernard Ndongo-Essamba et même Monjo Alifaka, député du Sud-Ouest. Le journal Le Jour parle du stade le plus cher d'Afrique, Olymbeguet, l'histoire des acteurs, les interviews exclusives du ministre des Sports. Le journaliste parle aussi du tribalisme, l'inquiétude des évêques. Pour eux, la racine principale de cette gangrène se trouve dans les intérêts politiques et quelques citoyens véreux
écrit le journal. Le journal Tribune d'Afrique qui parle de Aboubacar Saba, le député que le Mbéré attend. Le journal indique que le candidat malheureux de la liste de l'UNDP en 2013, ce jeune chef d'entreprise aux dents politiquement longues, repart pour le 9 février 2020. Voilà pour ce qui est dans de ce journal. Le journal Cameroun Tribune parle d'une session parlementaire et une session extraordinaire convoquée à la demande du président de la République Paul Biya. Sénateurs et députés se retrouvent à nouveau dès demain pour les travaux qui ne vont pas excéder 15 jours. Voilà pour ce qui est. Puis le journal financier d'Afrique parle du Faustin Digadna qui est à la tête du terminal à conteneurs du PAD. Il a pour mission d'assurer l'exploitation et la maintenance de cette infrastructure pour le compte du port autonome de Douala. Voilà ce qu'on peut retenir de cette revue de presse avec le journal Diapason qui parle d'hôpitaux publics, grève annoncée dans ces formations sanitaires. Place à présent avec nos deux invités sur le plateau. Camille Nélé, bonjour, bienvenue à la revue des Grandes Unes avec évidemment l'actualité qui vous a le plus marqué ce jour. Jean-Paul Chounet, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout les fans de la revue des Grandes Unes. Évidemment, il n'y a que des choses étincelantes qui marquent l'actualité ces derniers temps. Mais moi, ce qui a marqué mon attention ce matin, c'est cet article publié dans Le Messager qui parle de l'arrestation d'un gang de trafiquants d'ossements humains. C'est une histoire à dormir debout qui est entretenue. Les citoyens centrafricains, il faut le préciser. Oui, citoyens centrafricains. Mais seulement, j'ai toujours dit qu'il faudrait que la police fasse une enquête sur ce trafic. Où vend-on les ossements humains? Qui les achète? Qui les achète et qu'en fait-on? Parce que, à ma connaissance, et tous les scientifiques peuvent le dire, un ossement humain n'a pas plus de valeur qu'un ossement de poulet. Mais c'est que depuis plusieurs années, la lumière est partie à 18h, il s'est revenu seulement le lendemain matin. Donc la revue, la presse désormais pour être au parfum de l'actualité et d'avoir la température réelle du pays. Et il est bien que le nouvel acquéreur qui arrive se penche de ce côté-là et qu'il puisse alléger les souffrances de ces populations qui souffrent le martyre et qui ont estimé qu'il est grand temps que la lumière revienne de manière plus régulière dans cette région de l'Ouest et au fan club de la paroisse de Banganté qui prend du plaisir à regarder cette émission. Évidemment, j'ai été marqué la transition rapidement. Alors, la session parlementaire s'est achevée hier et le président de l'Assemblée nationale monte au créneau. La presse n'a pas beaucoup relayé ça, mais il a tiré la sonnette d'alarme des principaux dirigeants qui ont en charge la gestion des infrastructures qui ont trait à la canne et au champ. Il semblait prendre conscience, une prise de conscience évidemment tardive, une prise de conscience tardive comme quoi il n'y a aucun glissement envisageable. Il est urgent de livrer les travaux dans les délais quand on sait que le stade de Paul Biya, qui a un jet de pierre du palais, n'a pu être livré dans les délais et qu'on a changé de prestataire plusieurs fois. Ça laisse donc cette fois-ci, la CAN aura lieu le jour dit. On espère que ça aura lieu le jour dit. Donc cette prise de conscience, moi tardif, m'a fait rigoler. Je dis peut-être qu'il n'est jamais trop tard de se réveiller. On espère peut-être ce coup de pied dans la fourmilière va permettre d'accélérer les travaux, même si se murmure que ce stade va nous revenir finalement 5 fois plus cher. Le stade le plus cher d'Afrique, comme l'a titré le quotidien voilà. Le Jour. Pour rester un peu à l'ouest, on va dire bonjour au proviseur Tafou Léon, le proviseur du lycée de Wong. C'est à Bafoussam 3e, plus à Bamougoum. Voilà donc, c'est un fan de la revue des Grandes Unes. Alors, démarrons donc notre session de la revue des Grandes Unes. Camille Nélé. À peine la session ordinaire, session budgétaire est achevée, les députés n'ont pas de répit, même si beaucoup étaient occupés à la constitution de leur dossier, on ne les a pas beaucoup vus à l'Assemblée nationale. Au moins cette fois-ci, ils auront, dans cet exercice de rattrapage, beaucoup seront présents. Et alors, quand on observe session extraordinaire, on dit généralement, quand on parle de session extraordinaire, il s'agit d'un sujet à l'ordre du jour. Mais alors, cette session extraordinaire, l'ordre du jour n'a pas été révélé et du coup ça peut aller un peu dans tous les sens. On se demande, est-ce que ça sera pour adopter le statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Est-ce que ça sera pour reporter les élections? Est-ce que ça sera pour enfin adopter les résolutions du grand dialogue national? Est-ce que
plein de questions se posent finalement. Camille Néné. Effectivement, beaucoup de questions se posent aussi bien dans les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les ventes emportées et même dans les cercles fermés des familles. C'est chacun qui se demande de quoi va accoucher cette session. Surtout que le quotidien, le Messager est formel. Le double scrutin du 9 février hypothéqué. Je ne sais pas s'il faut s'en tenir à ça. Peut-être ça sera une conséquence. Je ne sais pas s'il faut s'en tenir à ça, mais moi je pense que les esprits les plus froids savaient très bien que cette session de novembre, généralement consacrée à l'examen du budget, allait être suivie par une session extraordinaire pour parler d'autre chose que du train-train quotidien de l'activité parlementaire. Et beaucoup de gens se disaient effectivement que c'est dans le cadre de cette session extraordinaire qu'allait être discuté non seulement cette fameuse notion de statut spécial des régions du sud, du sud-ouest et du nord-ouest, peut-être aussi une vraie vision de la Constitution, probable, non seulement peut-être sur la loi électorale. Bref, il y a beaucoup de supputations. Aucune information n'a été donnée sur le contenu de cette session, mais toujours est-il qu'elle était attendue par les gens qui savent très bien qu'on ne pouvait pas finir l'année, on ne pouvait pas passer aux élections sans effectivement que non seulement les résolutions, ces fameuses résolutions tant attendues du grand dialogue ne passent par le Parlement, parce qu'elles doivent passer par le Parlement. Ça ne peut en aucun cas être l'objet d'un décret de Paul Biya. Peut-être que le président de la République a enfin pris connaissance de toutes les résolutions du grand dialogue et c'est peut-être pour ça que les députés sont convoqués. De toutes les manières, vous savez très bien que les grandes décisions qui doivent découler des résolutions du grand dialogue devraient logiquement et normalement passer par le Parlement. C'est pour ça que cette session ne surprend pas beaucoup de personnes. Elle était attendue, on se disait bien quand elle allait se tenir, elle est attendue, elle arrive, attendons voir. Mais toujours est-il que toutes les supputations sont ouvertes, toutes les spéculations sont ouvertes. Bon, il y en a qui vont peut-être beaucoup espérer, il y en a aussi qui vont estimer peut-être que ce qui a été donné sera peu, mais toujours est-il qu'il y a des décisions importantes qui sortiront certainement de cette session. Dans tous les cas, on ne pouvait pas aller à la nouvelle année avec dans les tiroirs les résolutions, alors les recommandations du grand dialogue. Tout à fait. Guy Hervé Fongan, il faut quand même relever que est-ce que quelque part là, Paul Biya n'agit pas aussi sous la forte pression internationale. Il y a juste quelques jours au Conseil de sécurité, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Kelly Knight-Craft, a appelé les autorités camerounaises et les séparatistes à déposer les armes, à dialoguer, à ouvrir des corridors humanitaires pour permettre au personnel humanitaire d'assister les personnes nécessiteuses sur le terrain. Est-ce que quelque part cette convocation de la session extraordinaire, il n'y a pas quand même la main mise de la pression internationale? Vous oubliez de mentionner, c'est vrai que c'est une omission volontaire, les 2 heures d'entretien passées avec l'ambassadeur de France à la veille de cette convocation. Je mets ça dans la pression internationale, Guy Hervé Fongan. Qui pour moi n'est pas une rencontre anodine. Non, vous ne m'en voudrez pas de doucher l'enthousiasme du doyen pour dire que elle était peut-être attendue, mais la précipitation avec laquelle cette session est convoquée donne des raisons d'avoir des suspicions sur les intentions réelles de ce gouvernement. Et je suis un peu embêté de savoir que le récit médiatique qui est fait par la presse n'a pas suffisamment mis en perspective cette autre lecture-là. Voyez-vous, quand le premier indicateur, la première note qui est sortie, qui convoquait cette session extraordinaire, est signée. Vous voyez bien que c'est écrit le 13 novembre, alors qu'on est en décembre. Vous voyez, cette précipitation est révélatrice de ce que c'est fait avec beaucoup de légèreté et d'impréparation, et qu'eux-mêmes, ils agissent beaucoup de la pression. On peut comprendre qu'un document d'une page, de 3 paragraphes, qu'on se trompe de date aussi grossièrement. On est en décembre, mais c'est signé le 13 novembre. Donc il y a un problème. C'est convoqué le 13 novembre alors qu'on est en décembre. Donc ça, c'est le premier indicateur qui révèle la précipitation et la légèreté avec laquelle cette session est convoquée et la pression qu'ils auraient probablement reçue. Comme si on avait donné un ultimatum. Deuxième chose à observer, c'est... il ne vous a pas échappé que quand le président convoque le grand dialogue national, la semaine d'après, il a une session, il y a l'Assemblée générale des Nations Unies qui est censée se réunir. Et donc,
Et donc il devait y où participer. le Cameroun est convié. Donc rapidement convoquer un grand dialogue national parce que la semaine d'après, il y a une Assemblée générale des Nations Unies. On est obligé de mettre tout ça ensemble. Ça peut apporter des doutes et des suspicions sur la sincérité de l'establishment. Et deuxième sortie, cette session extraordinaire de l'Assemblée est convoquée au moment où il y a le Conseil de sécurité. L'Assemblée et le Sénat. Et il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui va se tenir la semaine prochaine. On peut se demander si en général, la plupart du temps, ce n'est pas une réponse à ces institutions qui nous regardent parfois de très près. C'est quand même embêtant de savoir qu'à chaque fois qu'il y a un événement important qui est prévu à l'international, tout de suite au Cameroun, il y a quelque chose qui s'organise et qui se trame un peu comme pour apporter une réponse. Donc, nous autres, c'est un peu embêtant de savoir qu'on est toujours obligé de répondre de cette manière-là et ça fait pas sérieux. Très sérieux. Et on aimerait que les choses soient prêtes par le corps. Puis, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on convoque une session extraordinaire pour parler des résolutions que tout un pays attendait? On aurait pu le faire il y a très longtemps. Et gagner en temps. Pourquoi avoir attendu maintenant qu'il y ait un Conseil de sécurité nationale qui se tient la semaine prochaine pour revenir précipitamment remettre ces sujets au bout du jour, alors qu'on aurait pu parler au lendemain du grand dialogue. Tout ça mis ensemble vous laisse quand même des doutes sur on vous a compris. La sincérité de ceux qui convoquent. On vous a compris, oui, Camille. On ne va pas s'étendre là-dessus. Vous savez quand même que cette assemblée. C'est les faits que j'ai présentés. Je n'ai rien inventé. S'il vous plaît. Vous savez que cette session extraordinaire, personne n'a l'ordre du jour, donc on ne fait que supputer et on ne va pas s'étendre. Un mot, Camille. Non, moi je voulais seulement dire un mot pour doucher l'enthousiasme. Vous douchez vos enthousiasmes. Vous, qui aime bien. Mais je n'ai rien inventé, rassurez-moi. Non, c'est-à-dire cette espèce de pression, entre guillemets, que la presse et les réseaux sociaux disent que le Cameroun subit. Moi, j'ai dit qu'il faudrait un peu relativiser les choses. Quand vous avez... Non, je n'ai pas la presse. S'il vous plaît. La représentante... Camille, autrement dit, tous ces sorties de la communauté internationale, ça n'a aucun effet sur le Cameroun, sur les autorités. Aller jusqu'au bout. Quand vous dites que une ambassadrice... L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies a demandé cette tenue devant le Conseil de sécurité pour demander aux autorités camerounaises et aux séparatistes de baisser. Vous avez vu, on peut dire à un pays, une armée nationale de baisser les armes alors que c'est elle qui a attaqué, c'est le pays qui a attaqué. Moi je dis ça manque de sens. Ça manque de sens. On ne peut pas dire à une armée nationale dont la mission est de protéger le pays et qui, tout le monde le sait, a été attaquée par des militaires séparatistes. Vous allez dire, bon, vous, les militaires, baissez les armes, vous, les séparatistes, baissez aussi les armes. Non, c'est trop facile. Moi, à la limite, c'est infantile. Moi, ce que je veux dire, si l'opinion internationale, les institutions internationales regardent avec beaucoup de peine ce qui se passe au Cameroun, mais il ne faut pas continuer à laisser croire que le Cameroun est un enfant qu'on tire la baguette et qu'on menace avec la baguette. Il y a effectivement des pressions, mais des pressions beaucoup plus diplomatiques qui disent, mais écoutez, essayez de faire ceci, essayez de faire ça. Mais ne nous faites pas croire que les gens sont là pour dire que vous, les militaires camerounais, baissez les armes. On a vu ça où? On a vu un jour, on a demandé un jour à Israël de baisser les armes face aux Palestiniens. Une guerre qui dure depuis 60 ans. Depuis 60 ans. Alors moi, j'ai dit franchement qu'il faut arrêter un peu ce genre de discours. C'est vrai que l'opinion de la communauté internationale n'est pas du tout contente de ce qui se passe au Cameroun et estime peut-être que le Cameroun n'a pas encore trouvé la bonne solution. Mais seulement, moi, je pense qu'il ne faut pas continuer à faire croire que Paul Biya a un pistolet à la tempe. Non, une phrase rapidement pour dire que je vais dire que si on veut qu'on nous traite en adulte, comportons-nous en adulte. Je vais payer un premier indicateur. Pourquoi il faut attendre qu'il y ait une Assemblée générale nationale qui soit convoquée pour que le grand dialogue soit convoqué à son tour? On aurait pu le faire avant. Ça fait 3 ans que tout le peuple en parle. Sans forcément attendre que la communauté internationale... Mais ce dialogue était demandé par tous les Camerounais. Depuis plus d'un an. On a attendu 3 ans et à la veille du Conseil de l'Assemblée générale des Nations Unies pour convoquer le grand dialogue. On va progresser. C'est la même chose. Si on est des adultes, pourquoi est-ce qu'il faut attendre à la veille du Conseil de sécurité pour convoquer une session extraordinaire? Ça fait pas sérieux. Non, c'est sûr. Elle est attendue. Nous-mêmes, si on est des adultes, beaucoup de gens savaient on va avancer. Mais pourquoi la veille, on est obligé de le dire? Pourquoi la veille du Conseil de sécurité? Alors qu'on aurait pu le faire longtemps, au lendemain du les questions restent et demeurent. Vous savez qu'à la revue de Grande Une, on n'a pas beaucoup de temps, pourtant on a beaucoup de sujets intéressants. Il faut qu'on avance. Donc, dans tous les cas, c'est compris, on attend
L'ordre du jour sera certainement dévoilé au cours de cette session qui ne devrait pas excéder 15 jours, comme le prévoit d'ailleurs la loi. Parlons à présent de la publication des listes des partis politiques appelés à concourir pour les élections du 9 février prochain. Camille Nélé, le RDPC au décompte final, le RDPC est présent dans toutes les circonscriptions politiques, à savoir les départements pour les législatives et pratiquement toutes les communes suivies de l'UNDP, un certain nombre de partis, le SDF et l'UDC. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Est-ce que quand on regarde là, ça chemine, est-ce que ça sera pratiquement la même configuration au sortir des élections? Ce sera peut-être pas la même configuration, mais quand on constate que le RDPC... Mais c'est un signal indicateur. Le RDPC est présent dans 85 circonscriptions législatives. Ça veut dire que, et sur les 85, le parti le plus représenté, tenez-vous bien, c'est l'UNDP, qui est présent dans 32 circonscriptions. Ça veut dire qu'il y a 52 circonscriptions dans lesquelles le RDPC est seul. Puisque le parti le plus représenté dans les circonscriptions, c'est l'UNDP, avec 32. Et il y a 85 circonscriptions électorales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien entendu, une fois de plus, le RDPC va se retrouver avec une majorité obèse au niveau des législatives. La faute à qui? Bon, là, c'est une autre question. Maintenant, s'achemine-t-on, comme vous l'avez demandé, vers une sorte de décompte final qui va placer le RDPC majoritaire? Bien évidemment. C'est une évidence. C'est une évidence. On n'a qu'à compter 1 et 1, on comprendra que pour atteindre 85, le RDPC n'a pas fait beaucoup d'efforts. Guy-Hervé Fonga, est-ce que c'est dans ce couloir, dans cet esprit qu'on peut comprendre les hommes pour certains partis politiques de l'opposition qui disent que Eli Kama a joué pour le RDPC, évidemment en éliminant des listes dans certaines circonscriptions politiques? Ou bien c'est l'incapacité de certains partis politiques à constituer leur dossier simplement? Le discours de la victimisation ne peut pas prospérer à tous les coups. Ce n'est pas Eli Kama qui a empêché aux partis d'opposition d'être présents, je veux dire d'assurer leur maillage territorial, le maillage territorial. Ce n'est pas Eli Kama. Il faut le dire avec suffisamment de lucidité, de courage. Le RDPC va à cette élection avec déjà 70 députés. Je vais dire que c'est quand même... 60-80. Oui, il y a 70 députés, c'est-à-dire où il est seul. D'office. Il y a 70 députés avant même qu'on ne vote. Même s'il y a des votes de sanction. Donc, ce n'est pas la faute Télécom. Donc, je vais dire que c'est pas la faute Télécom. C'était important de lever le quiproquo. Oui, ils ont déjà 70 députés où ils sont seuls. Donc, c'est déjà ça. Donc, je crois que ça aurait été intéressant que l'opposition, qu'on ait les coalitions arc-en-ciel, comme ils aiment bien appeler dans l'opposition, et que ces gens-là investissent l'ensemble du territoire national et qu'on ait un vrai maillage et qu'on attaque le RDP sur du front. On risque d'assister là, peut-être que je suis un peu embattu, c'est peut-être triste, mais ça sera la réalité. Ça risque d'être un bis répétitif. Alors, pour sortir. Encore raflé à la majorité, à l'Assemblée nationale, c'est dommage. Parce que l'opposition ne s'est pas suffisamment investie pour être majoritaire au Parlement. Pour sortir, Camille, avec le cas du Mbéré, où pratiquement tous les journaux ont titré vers une chute inéluctable du RDPC, où les classiques de ce département sont passés au travers de la circulaire du président Paul Biya. Mais il n'y a pas que le Mbéré, le cas le plus révoltant, c'est le cas du Mayo Sava. Avec Kavaïre Djibril, qui est député depuis 1972, président de l'Assemblée nationale depuis 1992, mais qui se représente encore. Ça a mis les populations de Mayo Sava dans une gêne. Donc on peut enregistrer des votes de sanction un peu partout. Forcément, mais là, le cas aussi, un autre cas flagrant, c'est celui du Mbéré, justement. On se retrouve avec, ironie du sort, le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Baouro, qui en est à 5 mandatures et qui veut encore se représenter, et ce, aux grandes dames des prescriptions du chef de l'État. Comme on laisse passer, on retient des jeunes comme Aboubakar Saba. Non, Aboubakar Saba, lui, il est de l'UNDP. Et c'est un nom politique de l'UNDP qui, en 2003, a battu justement M. Baouro dans son propre village, a failli mettre le RDPC en balotage dans le Mbéré en 2003. Mais lui, cette année, il constitue une sorte d'espoir pour les populations du Mbéré, parce que les listes les responsables des investisseurs ont écarté la personne que les populations attendaient, à savoir Mokhtar Madama. Mokhtar Madama, d'ailleurs, la presse parle à longueur d'année de ces grands gestes humanitaires, sociaux à travers le Mbéré. C'est lui qu'on attendait, mais malheureusement, le comité arrivé à écarter Mokhtar, qui est jeune, qui est dynamique, qui est adhéré par les populations, pour plutôt mettre le vieux Baouro. Maintenant, c'est pour ça que beaucoup de journaux, j'ai même vu le
le journal de Ndjika, qui a titré ce matin à Bakar, le député que le Mbéré attend. C'est pour ça qu'il y a une sorte maintenant d'affect qui est tourné vers l'UNDP et particulièrement sur le candidat Aboubakar. Bon, en tout cas, la régie me signale qu'on est arrivé au terme. Guy Hervé Fonga, vous n'aurez pas à vous prononcer sur le cas. Non, je voudrais juste dire que la circulaire du SG n'a pas été respectée. Et même que la base profonde du RDPC souhaite que cette élection soit reportée parce qu'ils ont été sacrifiés. Ils ont été floués. Ils ont été floués. Leur voix n'a pas été prise en compte. Et malheureusement, les gens ont encore été une fois de plus parachutés. Et cette élection fait plus mal. Contrairement à ce qu'on pense au militant du RDPC, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes, la pensée du jour. Pour réconcilier, on ne vient pas avec un couteau qui tranche, mais une aiguille qui coud. Pour réconcilier, on ne vient pas avec un couteau qui tranche, mais une aiguille qui coud. Madame, Monsieur, c'était tout pour cette édition de la revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 de Zénith qui démarre dans quelques instants.